Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce live dans encore cette belle journée ensoleillée. Euh, pour la partie logistique, le replay vous sera envoyé dans l'après-midi ou demain matin avec les slides. Pour l'instant, ça ne sert à rien de cliquer, je ne les ai pas encore mis en ligne. Euh, donc aujourd'hui, on essaye de faire un sujet qui est un peu transversal par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Qui s'appelle Les 5 secrets pour vendre aux PME. En réalité, ça vient vraiment d'une conversation récente que j'ai eue avec un club d'entrepreneurs. Euh, Comme quoi le marché des PME, le segment des PME serait difficile à craquer, difficile de faire de la croissance sur ce marché-là. Et donc, effectivement, par rapport à tous les types de thèmes qu'on avait abordés, là, c'était de pouvoir essayer de faire une photo et essayer de répondre à cette question. À quel point est-il difficile à craquer, de faire vraiment de la croissance sur ce marché en vendant aux PME. Et le deuxième point, c'était et si on devait avoir tous les retours d'expérience, tous les gens qu'on a pu rencontrer qui ont réussi sur ce marché, quels sont les conseils qu'on pourrait donner. Donc peut-être que vous êtes déjà positionné sur le marché des PME et auquel cas vous avez envie de recentrer pour pouvoir booster votre croissance, ou vous êtes sur un segment différent, des ETI ou des TPE, et vous dites j'aimerais attaquer le marché des PME. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc on va faire un live qui devrait durer une trentaine de minutes à peu près, et ensuite des questions-réponses. Je vous invite vraiment à poser les questions au fur et à mesure, ce qui permettra d'être fluide à la fin, dès que j'aurai terminé, de pouvoir prendre l'ensemble des questions et de pouvoir les traiter. Et puis on verra selon le nombre de questions, ça peut durer 10 minutes ou un peu plus. Voilà. Alors, est-ce que ce marché est si difficile et comment on peut réussir sur ce marché-là? Alors d'abord une petite photographie. C'est vrai que le marché des PME, comme c'est un marché qui est très large, 140 000 entreprises, selon l'INSEE, c'est la tranche 10 à 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Ça ressemble à un Eldorado de loin, et on va essayer de voir avec une focale si effectivement c'est un tel Eldorado par rapport aux autres opportunités, aux autres segments de marché qu'on pourrait attaquer. Donc 56% des PME sont en B2B. Voilà. 140 000 entreprises, qu'est-ce que ça représente? Si on devait faire un split, on verrait les ETI, les grands comptes. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est à peu près 6 000 entreprises. Et bien sûr, tout ce qui est en dessous, la TPE ou ce que l'INSEE appelle MIC, micro-entreprise, moins de 10 salariés, là on en a 3 millions. Voilà. Elles sont généralement peu exportatrices. Voilà, elles exportent, mais elles n'ont pas toujours une implantation. Voilà. Donc ça, c'est une espèce de photographie. Ce qu'il faut essayer de voir, ce qu'on n'a pas dans cette photo, c'est que sur ce marché 10 à 250 salariés, en réalité, 70% des PME font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, si vous attaquez un segment plutôt 2 à 50 millions d'euros, bah voilà, vous avez que 30% de ce marché-là. Donc ça, on va essayer de comprendre maintenant, effectivement, alors l'autre graphe qui me semblait intéressant, c'était la répartition euh, des budgets. Voilà, c'est-à-dire quand on attaque un segment, qu'on attaque les micro-entreprises, les grandes entreprises, etc. Les PME, ça représente quoi comme budget? Encore une fois, c'est une statistique de l'INSEE sur la valeur ajoutée qui est dégagée par les entreprises, donc les marges, est-ce qu'elles vont pouvoir vous acheter. Et donc, on se rend compte que le segment PME, voilà, c'est 23% des budgets de toutes les entreprises. Donc c'est intéressant de voir que les ETI, les grandes entreprises, c'est quand même 50% de la valeur ajoutée qui est dégagée par les entreprises en France. Voilà, et sur le prochain, maintenant, on va commencer plutôt justement à cibler. Et la PME est-elle difficile à attraper? Alors, euh, ce graphique, le premier, c'est qu'est-ce qu'on attaque, la première chose. Donc ça, c'est une statistique qu'on a fait avec notre outil de ciblage, hein, SideTrade, et c'est de regarder ce que on a pris 100 000 entreprises B2B, voilà, ou non, 37 000 entreprises B2B, pardon, et on a regardé quel type de segment de marché elles attaquaient. Et donc on se rend compte que 21% des entreprises attaquent des grands comptes,
34% des TPE et 45% des PME. Donc on peut dire que la moitié des entreprises B2B attaquent ce segment PME. Et ce qui est intéressant à mettre en parallèle, c'est une étude qu'on avait fait à la fin de l'année dernière sur, vous savez, il y a les Échos chaque année sortent les 500 champions de la croissance, qui permet de voir là où les entreprises font le plus de croissance, quelles sont leurs activités, etc. Et de la même manière, on l'a passé dans nos outils pour essayer de voir qui elles attaquaient. Donc on n'a pas pris toutes les entreprises, on a enlevé celles qui attaquaient le grand public, on a pris uniquement celles qui attaquaient le B2B, donc qui vendaient à des entreprises. Et donc ces entreprises qui sont les champions de la croissance, si on regarde la manière dont ça se répartit, on voit que 35% des entreprises en hyper-croissance attaquent les grandes entreprises, ETI, grands comptes. Ce qui était très étonnant, c'est 50% attaquent des toutes petites entreprises, des verticaux, les hôtels, les salons de massage, les je ne sais quoi, enfin tout ce qui est petite entreprise, tout le retail, etc. Et puis, parmi ces champions, il n'y en a que 17% qui attaquent le segment des PME. C'est la même méthodologie, donc c'est tout à fait comparable. Et donc, ça nous dit quand même quelque chose. Ça nous dit que de manière générale, dans les entreprises qui font de la croissance, il y en a très peu par rapport à la somme d'entreprises qui attaquent les PME, il y en a très peu qui arrivent à se hisser dans ce top 500 des champions de la croissance. Voilà. Donc, a priori, la première chose que ça nous dit, c'est statistiquement, il est plus difficile de faire de la croissance sur le marché des PME. Et donc, ça va être plus difficile à craquer. Et il y a moins donc d'où l'intérêt aussi de pouvoir faire ce live. Essayer de comprendre qu'est-ce que les entreprises. Est-ce que c'est. Ouais, ok, s'il est dur à craquer, quels sont les bons conseils qu'on pourrait donner pour pouvoir faire de la croissance sur ce marché-là. Voilà. J'avoue que l'intro est un petit peu démoralisante, mais on va avancer, on va voir quelles sont les erreurs classiques qui sont faites. Et ensuite, on verra, selon nous, les 5 secrets qu'on a pu voir dans plein d'entreprises et à travers plein d'interviews et de discussions avec des dirigeants qui réussissent sur ce marché. Parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup d'entreprises aussi qui réussissent. Voilà. Les erreurs classiques. Alors, ça, personne n'accepte, mais c'est... on pense toujours qu'on a un bon produit. Voilà. Mais notre solution, que ce soit du service ou du produit, est souvent inadaptée par rapport au marché des PME. Voilà. Le marché des PME, j'y reviendrai, hein, mais c'est quand même souvent une TPE qui a réussi à s'en sortir et qui est devenue un peu plus grosse, mais qui a un mode de fonctionnement et des besoins qui sont encore assez proches des TPE, voire parfois une entreprise de 20 ou 30 salariés. On n'est pas loin d'un besoin qui serait presque un besoin de consommateur. Voilà. Donc souvent une solution qui est inadaptée, souvent ce qu'on voit c'est une solution qui est trop complexe. Et souvent le bon test c'est d'expliquer notre solution, notre offre de service ou de produit à un jeune diplômé ou voire le stagiaire de troisième. Le stagiaire de troisième, c'est celui qui découvre l'entreprise, il n'y connaît pas grand-chose. Est-ce que quand on lui explique ce qu'on vend, il est capable de le comprendre? C'est pas toujours simple, hein. Voilà. Et souvent, moi, je vous invite à le faire. Et puis, si vous avez des mômes ou des neveux, etc., essayez de leur expliquer ce que vous vendez et vous verrez un peu comment ils réagissent. Est-ce qu'ils ont l'air de comprendre? Voilà. La deuxième erreur classique qu'on voit beaucoup, c'est le problème de pricing. C'est pas facile de pricer sur le marché des PME. Ce qu'on voit beaucoup, c'est soit un positionnement qui est trop cher. Bon, on a vu, hein, le gros du marché, 70%, c'est des entreprises de moins de 2 millions d'euros. Donc, soit on a un positionnement qui est trop cher par rapport à l'interlocuteur, soit on a un positionnement qui est pas assez cher. Alors, pas assez cher, ça veut dire qu'on va peut-être le vendre, mais que nous n'arriverons pas à créer de la croissance avec ça. Et souvent, l'illusion que j'ai souvent rencontrée, c'est typiquement le modèle freemium. Freemium, vous savez, c'est vous allez offrir votre produit ou une partie de votre produit gratuitement et puis donc il n'y a pas de friction, les gens peuvent rentrer facilement et ensuite vous allez leur vendre un abonnement, etc. Soit pour qu'ils continuent, soit pour qu'ils débloquent et avec des offres qui sont très peu chères, des trucs, on est presque dans le B2C, on est dans le 30 € par mois, 50 € par mois.
Le problème de ce pricing, c'est il y a un biais du fait que nous avons l'habitude de regarder le marché américain. C'est-à-dire que même les blogueurs, etc., qui nous donnent de bons conseils sur Internet, en fait, souvent reproduisent ce qu'ils lisent. Et les études, etc., et les modèles sont beaucoup inspirés des États-Unis. Mais le marché américain, et notamment le marché américain des PME, est complètement différent du nôtre. Voilà. Il est à la fois beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus d'investissements qui sont faits, beaucoup plus de valeur ajoutée aussi qui sont dégagées. Et le modèle freemium qui a été vraiment adopté par pas mal d'entreprises, et je pense surtout aux entreprises de logiciels, euh, s'il a marché sur les US, et encore parce qu'aujourd'hui les Américains sont beaucoup revenus sur ce modèle-là, il a entraîné beaucoup de difficultés sur les fournisseurs français qui ont essayé d'implémenter ce modèle. C'est que c'est très compliqué quand on démarre avec quelque chose de gratuit de pouvoir arriver à quelque chose à 500, 1000 euros par mois. Très très difficile. Voilà. Donc souvent, voilà, soit trop cher, soit pas assez cher. Voilà. Et pas assez cher, c'est difficulté à faire de la croissance et à grossir. Le troisième point qu'on voit, et on passera un peu plus de temps dessus, mais le marché des PME, c'est un marché où les clients ne sont pas très fidèles. Et donc, on a besoin constamment de pouvoir acquérir de nouveaux clients pour remplacer ceux qui partent. Et bien souvent, ce que je vois, c'est que les machines, les mécaniques d'acquisition reposent sur les recommandations, le réseau, et en fait, sont des mécaniques euh, assez fragiles, en fait, qui ne sont pas capables de vraiment fournir un flux prévisible et fort de nouveaux clients. On reviendra un peu dessus aussi. Euh, Souvent, voilà, ça c'est l'autre cas qu'on rencontre souvent, c'est il n'y a pas d'approche verticale. Les PME, que vous soyez dans l'industrie, que ce soit, je ne sais pas, une société de service, une agence de com, un fabricant X ou un éditeur de logiciels, ils ont des problématiques très concrètes, très précises, et on ne peut pas faire un peu comme on le fait en B2C avec one size fits all, c'est-à-dire la solution va pouvoir marcher pour tout le monde. La solution qu'on vend ou la prestation de conseil qu'on vend. Et donc, il y a besoin d'intégrer euh, très en amont dans l'offre une approche vraiment très verticale, à la fois dans la manière de prospecter, mais aussi dans la nature de l'offre. J'avance, autre erreur, on se dit notre solution c'est une solution RH, super, je vais aller voir les DRH. Notre solution c'est une solution informatique, IT, je vais aller voir les DSI. Ce qu'on verra, c'est que dans les PME, en fait, en dehors des... Il y a un décideur, évidemment, c'est le PDG, et les autres personnes peuvent être des champions dans la vente, mais globalement, vous allez perdre beaucoup de temps, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de budget, et donc ça va faire un cycle de vente qui est très long, qui est très fastidieux, et un prix de vente et un taux de closing qui vont s'en ressentir. Et on commencera par là tout à l'heure. Et puis souvent, bah voilà, on ne connaît pas bien son persona, donc on passera un petit peu de temps là-dessus. Voilà. Donc, parce que comprendre son persona, ça demande une démarche, pas seulement de l'empathie, mais passer beaucoup de temps, être assez analytique, prendre du recul. Et on va vous donner quelques éléments justement pour pouvoir bien se positionner en fonction de la personnalité du. Alors, persona, juste pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme-là, c'est le type d'interlocuteur, voilà, la catégorie d'interlocuteur et comment il fonctionne, quelles sont ses priorités, quels sont les leviers psychologiques qu'on peut utiliser, quelles sont ses peurs, etc. Bien, donc on va avancer, vous l'avez compris, le premier secret, c'est d'attaquer le PDG. Voilà. Dans une PME, jusqu'à 250 salariés, le PDG, il est généralement au courant de tout. Encore une fois, c'est souvent une TPE qui a réussi à grossir, hein. Et donc on a souvent d'ailleurs encore ce système très autocratique, avec peu de délégation, etc. Et donc, soit il est au courant de tout, soit en tout cas il est avisé pour toutes les dépenses, ou même de toute façon, généralement, c'est lui qui va faire un chèque. Voilà. C'est ce qui n'est pas le cas dans les grandes entreprises, évidemment, où il y a des délégations d'autorité, etc. Des budgets. Dans les PME, les budgets sont quand même c'est surtout un semblant d'autonomie et c'est ce qui permet de limiter les dépenses d'un service. On va lui donner un budget, on va limiter les dépenses. Ça ne veut pas dire on va s'impliquer pour donner le PDG va donner son avis sur les types de dépenses qui sont faites. Voilà. Et il est impliqué, voilà, dans 70-80% des décisions d'achat. Et donc ça veut dire que si vous allez perdre,
vous pouvez aller parler au DRH, au DSI, etc. Parce que souvent, on a besoin d'un champion. On a besoin de celui qui va être utilisateur et qui a un vrai besoin de notre solution. Mais les laisser en interne décider, c'est-à-dire laisser le DRH aller pitcher son PDG pour lui expliquer à quel point la dépense est importante, vous perdez le contrôle sur votre vente. Voilà. Et donc c'est très important, même si vous décidez d'attaquer des personas qui sont plus bas dans l'organigramme, vous êtes obligé de toute façon d'attaquer le PDG puisque c'est lui qui fera le chèque ou qui donnera la décision. Voilà. Alors, les profils et les leviers psychologiques. Il y a une étude de la BPI qui est sortie il y a 2 ans, qui était très bien, je ne sais pas s'ils l'ont mise à jour d'ailleurs, qui s'appelait Vaincre les solitudes du dirigeant. De manière générale, les études de la BPI sont vraiment toujours très bien. Et ce qui permet d'avoir quelques statistiques sur son profil et quel levier psychologique on va pouvoir utiliser et donc comment on va pouvoir orchestrer aussi notre offre et notre manière de démarcher et notre discours par rapport à ça. Alors, premier chiffre, 79% des PDG déclarent vouloir disrupter, je crois qu'on n'a plus le droit d'utiliser ce terme-là, leur secteur. Donc en tout cas, ils cherchent à faire des ruptures et de pouvoir prendre le pas sur leurs concurrents. 75% se sentent mal entourés, 45% se sentent seuls. Alors ça c'est vraiment typique, l'isolement des PDG, le fait qu'ils ne puissent pas se confier forcément à leur manager. Et les phrases typiques qu'on entend tout le temps, c'est je suis indispensable, je suis le moteur de cette entreprise, je suis indispensable. Et si je pars en vacances, il n'y a plus rien qui tourne. Voilà. Et puis l'autre cas, évidemment, donc, comme ils passent leur vie à éteindre des feux dans toutes les activités, la production, le commerce, les ressources humaines, etc., ils ont trop de sujets. Il y a ils n'arrivent plus à prioriser parce qu'à chaque fois, on les interrompt pour aller régler un problème. Et donc, parce qu'il y a peu d'autonomie, il y a peu de délégation d'autorité. Et la conséquence, évidemment, c'est que oui, ce sont des gros bosseurs. 72% travaillent plus de 50 heures par semaine. Donc ça, c'est pas un mythe. Voilà. Le dernier point qui est intéressant, c'est que ils se forment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'effectivement, quand on touche à tous les sujets, il faut qu'on soit bon dans tous les sujets. Donc ils vont beaucoup se former. Et ça veut dire qu'il y a une vraie logique, une vraie démarche aussi de développement personnel et professionnel sur laquelle vous pouvez appuyer. Voilà. Mais jouer sur l'isolement, on va voir après comment on peut le décliner, mais ça nous permet d'avoir un profil un peu général de choses sur lesquelles voilà, on va pouvoir appuyer. Alors la délégation d'autorité, vous trouverez toujours des PME qui au contraire vont donner de l'autorité à un manager et des vrais budgets. Bon, généralement, c'est quand même sur les sociétés en hyper-croissance, parfois mettre des process plus tôt, se structurent, etc. Mais enfin, c'est vraiment, vraiment pas la majorité du marché. Voilà. Un autre point que je voulais aborder justement sur les PDG, c'est on a fait l'année dernière, alors on a sorti un e-book que vous pouvez télécharger qui s'appelle le livre des buyer persona. Et notamment sur les PDG, et on a fait un sondage auprès de 430 directeurs commerciaux qui attaquent des PDG dans des PME, et on leur a demandé quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans la vente, dans la prospection et dans la vente. Voilà, et ils avaient tout un ensemble de choix. Ce qui ressort, c'est, alors sur la partie prospection évidemment, 84% disent qu'ils sont difficiles à joindre. Et effectivement, attaquer un responsable des ressources humaines dans une PME, il est très peu sollicité, c'est beaucoup plus difficile à joindre que le PDG qui est effectivement sollicité. L'autre point, et c'est connecté avec ce qu'on a dit avant, c'est qu'il y a trop de sujets. Il y a trop de choses sur lesquelles ils doivent intervenir. Et donc, quand on vous répond il y a trop d'autres sujets qui sont prioritaires, ça veut dire soit qu'on n'a pas bien réussi à vendre la valeur, soit simplement qu'on n'est pas au bon moment sur la bonne problématique. Important, 30% des directeurs commerciaux nous disent la difficulté avec les PDG, peut-être plus qu'avec les autres types d'interlocuteurs, c'est qu'il est très méfiant vis-à-vis des commerciaux. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la plupart de ces entreprises PME, le PDG est souvent le fondateur. Et souvent, il a la grande majorité du capital. Et il faut comprendre que quand on lui parle, ou quand on va lui proposer notre offre,
c'est presque son propre argent qui va sortir. Et ça peut jouer. Il y a vraiment des PDG qui ont conscience de ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont au restaurant avec un client, à chaque fois qu'ils vont acheter quelque chose, c'est carrément, ils prennent sur leur patrimoine. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas dans les grandes entreprises. Voilà. Et puis dans 21% des cas, il vous dit je ne veux pas traiter, encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas dans les priorités ou qu'on n'a pas réussi à rendre notre offre suffisamment stratégique, disons. Voilà. Donc c'est le secret numéro un et peut-être le plus important. Si vous avez des questions là-dessus, hein, parce qu'il y a des cas où on se dit je vois pas comment je vais pouvoir articuler ça pour un PDG, mon offre actuelle, etc. Posez vos questions. Vraiment, ce sera plus sympa dans 10-15 minutes de pouvoir les traiter. Voilà. J'avance. La deuxième leçon qu'on a pu avoir en discutant avec des gens qui réussissent sur ce marché-là, c'est que les priorités changent tout le temps. Et le PDG fonctionne beaucoup à l'émotionnel. Le PDG de PME fonctionne beaucoup à l'émotionnel. Et comme les priorités changent tout le temps, il y a toujours toutes ces options qui sont sur la table et c'est très difficile pour lui de savoir ce qui est vraiment prioritaire de ce qui n'est pas. Voilà. Et donc la difficulté, c'est d'arriver vraiment, il faut répondre à l'urgence du moment si on veut pouvoir vendre. Et donc suivre quelqu'un, ça veut dire qu'il va y avoir du suivi, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est pas le bon moment, c'est pas grave, on se rappelle dans 2 mois, dans 3 mois. Lui dites pas on se rappelle dans un an, parce qu'en fait la priorité va changer dans un mois ou va changer dans 3 mois. Donc si vous faites un suivi, faites-le vraiment très régulier. Et les 3 priorités générales, encore une fois, on avait fait dans cette étude, qui ressortent pour le PDG de PME. Le premier, ce qui va répondre systématiquement, c'est je cherche à augmenter mes parts de marché, donc je cherche à acquérir des nouveaux clients et à pouvoir faire mieux que mes concurrents. Ensuite, je cherche à faire de l'innovation. Alors, il y a 2 aspects dans l'innovation. Il y a l'innovation produit. Donc, le PDG de PME veut améliorer son produit, évidemment pour prendre des parts de marché, pour consolider sa position. Et puis, il y a l'innovation en termes de process. Euh, C'est-à-dire qu'en interne, hein, quand on parle de ses besoins, il y a vraiment quelque chose qui va être sensible chez lui. Il travaille beaucoup, il est sur tous les sujets. Et donc, il va falloir lui libérer du temps. Ça, il est sensible à ça, lui libérer du temps et faire aussi que tous ces petits feux de forêt ne vont plus se déclencher. Voilà. C'est un peu le tonneau des Danaïdes. Et donc, à partir du moment où on met un process, on sait comment ça fonctionne dans une entreprise. Il y a des hauts, des bas et il y a tout le temps des problèmes. Mais à partir du moment où vous mettez un process, alors le PDG, ça va le tranquilliser. Il va se dire, ah, ça c'est sous contrôle. Il y a un reporting, il y a des outils, etc. Ça va être sous contrôle. Donc vendre un process à un PDG, c'est une très très bonne idée. Troisième point, attaquer de nouveaux marchés. Bon, c'est un peu lié au premier point. Donc ça va être lui donner des idées ou des manières de pouvoir attaquer un nouveau segment, enrichir une offre pour attaquer un nouveau type de client, etc. Voire effectivement de l'expansion internationale. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse sur ces points-là. C'est important parce que quand on vend, par exemple, c'est comment on va se caler sur ces priorités-là et on va traduire notre offre pour qu'elle colle à ces priorités. Si par exemple je vends du recrutement, typiquement je suis un service de recrutement, je vais vouloir vendre des profils, etc. Plutôt que de vendre le profil, c'est plus intéressant de vendre ce que ce profil va permettre de faire. Est-ce qu'il va effectivement permettre d'améliorer l'innovation? Est-ce qu'il va permettre c'est peut-être un profil de management qui va permettre effectivement de libérer du temps, de faire une délégation d'autorité. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler sur des process ou sur de la qualité, de l'avancée produit et effectivement le mettre en avant. L'autre parallèle, c'est souvent les agences de com, moi j'ai remarqué, ont beaucoup de mal, celles qui ont positionné sur les PME, ont beaucoup de mal à faire de la croissance. Et c'est un peu lié à ça, c'est-à-dire que après, dans une agence de com, il y a plein de développements. Vous pouvez faire du développement, de monter une campagne, développer un site internet, une application mobile, je ne sais quoi. Et on vend souvent la campagne, au lieu de vendre ce que ça va lui apporter. Et en général, c'est pas tant qu'il est obsédé par la notoriété de son entreprise, c'est qu'est-ce que la notoriété de mon entreprise, comment elle va se traduire dans les ventes. Voilà. Et puis, il faut pas oublier, hein, le PDG, je ne sais plus si j'y reviens, mais oui, il est obsédé, il faut lui libérer du temps. Et puis, la trésorerie. Je crois que c'est le point d'après. On va pouvoir l'aborder. La trésorerie, c'est aussi une obsession pour le PDG. Il y a toujours un œil sur la trésorerie.
Alors, on avait dit, un des premiers écueils, c'est avoir une offre qui est un peu inadaptée ou trop complexe. Est-ce qu'on peut le mesurer? Ouais, il y a une stat que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de CB Insight, et qui font une analyse post-mortem de 178 entreprises, 178 entreprises qui avaient levé des fonds, etc., et qui avaient attaqué le marché des PME et qui ont échoué. Voilà. Et en fait, ils attendent 6 mois que le deuil de l'entrepreneur soit fait, et ensuite ils demandent pourquoi vous avez échoué. Très sympa comme étude. Et donc, il y a le top 20 de toutes les raisons de l'échec. Ça peut être l'équipe, ça peut être etc. 55% des raisons de l'échec sont dues au fait que le produit n'était pas adapté pour le marché. Alors soit c'est le problème du marché, c'est-à-dire il n'est pas assez mûr ou j'arrive trop tard, soit c'est simplement mon produit était trop complexe, il n'était pas user-friendly, etc. Euh, et puis ce que je voulais... Alors ouais, ça c'est intéressant aussi, vous pouvez aussi jouer beaucoup là-dessus, les peurs du PDG de PME, c'est encore dans l'e-book, vous pouvez aller dans ressources et le télécharger. Euh, dans les peurs du PDG de PME, risque opérationnel, donc risque de ressources humaines, hein, des gens qui partent ou des ressources qui manquent, la trésorerie, voilà, toujours un œil sur la trésorerie, et sur les ventes évidemment, hein, le PDG de PME il est rarement très loin des vendeurs, il est même plutôt généralement sur le terrain. Euh, la deuxième peur, si on est décrescendo, la réputation, alors l'attaque informatique, le fait d'avoir un prud'homme, un procès, que sa marque soit attaquée, évidemment, il est sensible à ça. Et puis la rupture technologique, alors même s'il passe pas sa vie à regarder ses concurrents, mais généralement il est quand même un peu au courant de ce qui se passe, ne serait-ce qu'à travers ses clients. Et surtout là depuis quelques années, et notamment avec l'introduction de beaucoup de solutions IT sur plein de marchés, il y a beaucoup d'innovation qui se fait, avec des barrières à l'entrée quasi nulles. Et donc, il y a toujours le risque de se faire disrupter. Je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais en tout cas, de prendre du retard sur le marché et de pouvoir à terme péricliter. Voilà, donc vous pouvez aussi jouer sur ces éléments-là. Et je vous invite hein, sur toutes les stats qu'on a fait, comment on prend son offre et on dit on va modifier notre manière de la présenter et les points sur lesquels on va insister pour coller à ce persona. Voilà. Quatrième point, si vous avez des questions, posez-les s'il vous plaît, ce sera vraiment plus simple. On a déjà les premières questions qui ont été posées pour qu'on puisse les traiter par la suite. Un cycle de vente court, ça doit être une obsession parce que sur ce type d'interlocuteur, on est obligé d'avoir un cycle de vente qui est très court. Encore une fois, euh, ses priorités vont changer tout le temps et c'est quelqu'un d'émotionnel. Donc, il va falloir, une fois que le besoin est identifié et que la solution peut fonctionner pour le besoin, il faut closer le plus vite possible. Et vous verrez d'ailleurs, parce que si vous avez suffisamment de volume et que vous regardez les temps de vie des opportunités, vous verrez que les taux de closing peuvent être à 80% en moins d'une semaine. Et ensuite, vous avez cette chute très brutale qui fait qu'au-delà d'un mois, c'est compliqué. Parce que soit il y a une autre priorité, soit il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre sans et que son besoin n'était peut-être pas si euh, prégnant. Voilà. Alors, garder une vente simple, on n'est pas dans les grands comptes, donc on n'a pas besoin de tous les influenceurs, etc. C'est quand même des petites entreprises. Donc un champion qui connaît le produit et qui voit un intérêt, bah, sinon le PDG ne va pas l'acheter si la DRH ou le DSI n'en a pas besoin évidemment, et le champion le décideur. Voilà. Donc je l'ai dit, un cycle de vente très rapide. Voilà, vraiment le taux de closing chute vraiment. Si vous avez assez de stats, vous pouvez regarder dans vos ventes et vous verrez. Un pricing land and expand. Alors land and expand, hein, c'est je vends, je prends pas forcément tout ce que j'aurais pu prendre sur la table. J'essaie pas de faire le plus gros deal possible. Je prends ce que je peux prendre rapidement et ensuite je vais retravailler dans un mois, dans 3 mois pour aller étendre mon contrat, pour aller. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir un mode de pricing qui est vraiment modulaire, qui est assez logique. Les gens peuvent rentrer avec cette partie de la prestation de conseil ou cette partie du produit et ensuite ils vont avoir des fonctionnalités, des services, de la maintenance, etc. pour pouvoir grossir dans le compte. Surtout dès qu'il y a de la satisfaction, il y a de l'adoption, etc. Ça va être vraiment intéressant. Et ça, souvent, on a parfois une offre monolithique avec un pricing monolithique et c'est
pas toujours très judicieux sur le marché des PME et encore moins sur le marché des grands comptes. Et enfin, ce point-là, qui me semble important, bien traiter la perception du risque. Encore une fois, c'est souvent son argent. Il y a toujours le risque de ce ne sera pas adopté en interne. J'ai acheté des tas de trucs qui ne marchaient pas. Et donc, il a besoin d'être très rassuré. Alors, je vais passer très rapidement parce que j'ai peur d'avoir pris du retard. Ça, c'est un graphe que j'aime bien, que j'avais mis dans mon bouquin il y a quelques années, mais qui vient de Customer Centric, la méthode Customer Centric, et qui montre qu'est-ce qui intéresse l'acheteur à différentes étapes de la vente. Et donc, si on suit juste le haut du graphique, on se rend compte qu'effectivement, là où son intérêt est le plus fort au début, c'est est-ce que j'ai vraiment ce besoin, est-ce que je le comprends bien, est-ce que la solution répond aux besoins, est-ce que je peux tester la solution et je valide comme quoi elle répond bien aux besoins. Et surtout sur la fin, c'est quelle est ma perception du risque. Et là, c'est vraiment comment on va pouvoir mitiger cette perception du risque, soit parce que notre entreprise est là depuis une dizaine d'années, soit parce qu'on a déjà des clients, soit parce qu'on est déjà très installé, soit parce qu'on est capable de lui montrer le suivi qu'on va faire du service. Souvent, à l'inverse des grandes entreprises qui, elles, quand elles achètent quelque chose, vont avoir un comité de suivi, un reporting, elles vont utiliser des ressources en interne, la PME n'a pas ces ressources-là. Donc il y a toujours ce risque que j'achète quelque chose et en fait ça va péricliter parce qu'en interne je sais que les gens ne vont pas faire un suivi très poussé, donc je suis obligé de me reposer sur mon fournisseur. Voilà. Et c'est de la même manière si on fait une prestation de conseil, comment on est sûr que ça va être utile, ça va être appliqué. Voilà. Il y a toujours un gros risque de non-adoption quand on vend au PME. Voilà. Et il est 31, donc je vais essayer de. C'est la dernière partie. Avoir une bonne machine d'acquisition. Tant pis si je prends un peu plus de temps. Euh, Quand on travaille sur les grandes entreprises et les ETI, oui, on a un panier moyen qui est plus élevé. Ils vont dépenser plus cher pour notre offre. Euh, Ça, c'est le premier bon point. Et le deuxième bon point, c'est que leur fidélité, ils ont vraiment de la fidélité. C'est-à-dire que on arrive à la mesurer avec tous ceux qui vendent des abonnements. Ils vendent des abonnements à des particuliers, c'est l'abonnement à mon téléphone, typiquement, opérateur, ou l'abonnement à un logiciel, ou l'abonnement à un service. Et on se rend compte, selon les différents types de segments, on appelle ça le churn, c'est-à-dire combien il y en a qui vont churner. Donc sur un abonnement de téléphone portable, les opérateurs télécoms ont en général, si je ne dis pas de bêtises, autour de 35-40% des clients qui ne renouvellent pas chaque année. Donc il faut aller tout le temps chercher des nouveaux clients. Quand on est sur de la TPE, alors en plus on a un risque de défaillance sur les TPE, on est autour de, pareil, 35-50%. C'est marrant, hein, quand on est sur les grandes entreprises, là on va avoir un taux de churn, c'est-à-dire une fidélité qui est beaucoup plus forte. Une fois que c'est mis en place, c'est adopté, il y a un comité de suivi, on ne va pas rechanger les systèmes, on a investi de l'énergie en interne, et là vous avez des taux qui sont entre 5 et 10% peut-être des clients qui vont arrêter de s'abonner et qui vont aller vers une autre solution, ou l'abandon d'une solution. Sur le marché des PME, on a un panier moyen qui est plus faible, et on a un taux de désabonnement, un taux de churn qui est plus élevé, qui va être entre 15 et 25% généralement. Et donc ça veut dire que il est absolument nécessaire sur le marché des PME d'avoir une machine d'acquisition qui va très bien fonctionner. Donc on a les leviers en marketing, etc. et en vente de savoir, puisque c'est ce qu'on a vu, comment on crée une machine d'acquisition. Typiquement, ils se sentent isolés. Je vais vous citer une des initiatives qu'on a prises chez SideTrade et qui a bien marché au niveau marketing. Ils sont isolés, super, on va créer un club d'entrepreneurs avec une masterclass d'un super entrepreneur qui va venir nous raconter tous les pièges et les succès qu'il a eu sur une croissance de 0 à 100 millions d'euros, etc. Et ça fonctionne très bien. Après, on a vu, il faut aussi aller le chercher. Et donc bien segmenter avec des approches verticales, le marché, et ensuite aller les prospecter. C'est pas si dur à joindre, hein, malgré ce que les DIRCO disent, 84%. Ils nous disaient que c'était difficile de les joindre. On peut tout à fait les joindre avec des approches intelligentes. Et donc là, je prêche un peu pour ma paroisse, hein, parce que SideTrade, c'est effectivement pour cibler et mettre en place une automatisation ou en tout cas faciliter la prospection avec une plateforme de prise de contact
Et donc, vous avez probablement un point de contact chez nous si ça vous intéresse de voir justement le marché des PME, comment je l'attaque, comment je le prends, avec quel type de message, avec quel type de valeur, et comment je simplifie le travail de mes commerciaux vraiment pour qu'ils soient sur une machine d'acquisition qui soit très très efficace. Voilà. Voilà où on en était. Les meilleurs canaux d'approche du PDG, on l'a vu, donc la prospection directe, je vous passe ces graphes, c'est selon le sondage, c'est ce qui ressortait le mieux. Ensuite, il est isolé donc les associations professionnelles, les salons et les contenus marketing qui sont pas très efficaces. Et oui, il n'a pas toujours le temps d'aller regarder tout ce qui est publié, d'aller lire les blogs, etc. C'est quelqu'un de très occupé. Après, vous pouvez le faire sur les champions. Voilà. Essayer ensuite d'avoir une approche bottom-up, c'est toujours assez complexe. Voilà. Avant qu'on prenne les questions, ça je vous faisais référence parce que je l'ai beaucoup cité là dans ce live. Comment prospecter les vrais décideurs, le livre des bailleurs persona, vous pouvez aller dans ressources et vous le téléchargez ou vous demandez à votre point de contact chez SideTrade de vous l'envoyer. Voilà. Et il y a tous les types de personas avec des exemples, etc. Voilà. Et puis ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre des questions